Bonsoir à tous, merci pour votre présence qui nous réjouit. Au nom de la Fondation Pavillon Cycli, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette seconde conférence de notre cycle Simplexité. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir Sidi Larbi Cherkaoui, danseur et chorégraphe, acteur et compositeur, directeur du ballet du Grand Théâtre de Genève. Né en Belgique de père marocain et de mère flamande, il commence la danse à l'âge de 16 ans. Après un premier prix de danse solo, une formation en danse contemporaine auprès de Anne-Theresa de Kersmaker, il rejoint la compagnie C de l'Abbé, où il présente bientôt sa première chorégraphie. De nombreuses pièces et collaborations remarquables s'enchaînent depuis. En 2010, il fonde sa propre compagnie, Eastman, puis il prend en 2015 la direction artistique du Ballet Royal de Flandre, avant de rejoindre l'année dernière le Ballet du Grand Théâtre. Nous avons eu la chance à Genève de voir plusieurs de ses chorégraphies, dont très récemment la série Éléments, avec Noétique, Faune et Boléro, et précédemment Ukiyo-e ou Sutra, qui ont reçu tout un accueil extraordinaire. Vous le savez, nous aimons depuis longtemps accueillir au sein de la Fondation Pavillon Cycli des personnalités issues de disciplines différentes de l'architecture et de l'ingénierie. Au-delà du plaisir et de la curiosité, nous aimons ouvrir, échanger, offrir réflexion et inspiration mutuelle. Nos pratiques respectives revêtent des formes et des expressions multiples et elles se nourrissent de manière réciproque. Recevoir Larbi dans le cadre de ce cycle, pas si simple, nous semblait particulièrement adapté et pertinent. En tant qu'architecte, observer la façon dont un espace est habité a toujours quelque chose d'émouvant. Ce sentiment prend encore plus de force lorsque c'est un chorégraphe, un danseur qui nous accompagne, qui ouvre le champ des possibles, nous donne à voir la richesse qui peut en être tirée, nous permet de sentir dans le détail comment un espace peut être investi, traversé, renversé par les présences. Le déplacement de notre corps lui-même, ses mouvements, semblent simples en apparence. Ils requièrent en réalité une coordination extrêmement complexe entre les différentes parties du corps et de l'esprit, ce qui les rend si difficiles à reproduire par les machines. Ils représentent, à ce titre, à nos yeux, une belle illustration de ce thème simplexité, cette notion étrange qui fait appel au naturel, à l'intuition, à la sensibilité, à l'exemple de la vie et ses solutions pour simplifier la complexité. Plusieurs thèmes, chers à Sidi Larbi Cherkaoui, le relient également à notre discipline, à nos disciplines. Et je pense notamment au rapport du plein et du vide, aux notions d'intérieur et d'extérieur, ou de poids et de contrepoids. Si l'architecture pouvait se mouvoir, elle prendrait peut-être la forme d'une de ces chorégraphies. Sa collaboration régulière, enfin, avec le plasticien Anthony Gormley, permet de faire évoluer les danseurs dans des espaces constamment articulés, modifiés, transformés par des éléments architecturaux. Ce sont quelques-unes des raisons qui font que nous sommes si heureux ce soir et honorés de recevoir Larbi, qu'il ait accepté notre invitation. À sa demande, cette conférence sera une conversation entre nous, mais évidemment, c'est surtout lui qui aura la parole. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une excellente soirée. Cher Larbi, au cours de notre discussion préparatoire, nous avons évoqué un certain nombre de thèmes que nous voulions aborder ce soir, et on avait terminé avec une question que j'aimerais te poser en introduction ce soir. Qu'est-ce que pour toi évoque cette notion de simplexité ? Je pense que, d'une certaine manière, l'idée de simple et de complexe et comment les deux se rejoignent, c'est un peu comment l'être humain, en fait, est. Donc, moi, ça m'évoque la manière dont on réfléchit, la manière dont le corps s'exprime avec les mains, avec les yeux, avec le visage. Comme vous l'avez dit, j'ai commencé tard la danse. Et donc, en fait, mon rapport au mouvement a toujours été un rapport qui était relié à l'expression de l'être humain en général. Donc, au-delà d'une idée de danse, c'était plutôt l'idée de communiquer avec le corps. C'est pour ça que j'ai choisi de montrer un petit extrait aussi, qui est un duo que j'avais créé en 2005 avec un autre chorégraphe qui s'appelle Akram Khan.
Akram et moi, on a des choses en commun. On a commencé la danse à un certain point dans notre vie. On a des antécédents de l'islam parce que lui, il est du Bangladesh en Angleterre. Moi, j'ai un père marocain. Donc j'ai grandi avec plusieurs cultures. Et pour moi, ce mot simplexité parle aussi de ça, de cette multiplicité qu'on a à l'intérieur de nous, qui souvent n'est pas visible. Que les gens voient une chose, se disent ah ça c'est ça, mais en fait derrière ça il y a plein de couches, plein d'autres êtres en nous. Donc avec ce duo, avec Akram, on voulait un peu mettre en valeur en fait nos différences. Déjà quand on le voit lui, il est très sombre, moi je suis très clair. On est tellement différents l'un de l'autre, mais en même temps, on a à l'intérieur de nous des histoires parallèles, des histoires similaires. Donc peut-être je propose qu'on regarde le petit extrait et puis peut-être qu'on en parle un peu plus après. And what I remember is that there's these guards there who look very, very powerful. And they don't have glamorous, powerful, whatever kind of army kind of clothes. They're dressed in very simple shirts and trousers. But what was interesting was their expression on their face made them very powerful. And actually, it's that expression in the eyes that kind of made me feel like, that was saying to me like, you are under my control, and you know it. So don't upset me. Don't even grab my attention, because you will feel the consequences. Actually, that kind of eyes they had. And what was interesting was, even on the way back from coming in from India, I studied their eyes a little more, and they really were soulless, and they really were... Depends. Their eyes change depending on the mood. So if any of them was like, I want to pick on you, they'd pick on you. Their eyes would say it. So, anyway. I felt already this tension. It was already hot. The sun was up. And I could feel this real tension between the people who were congregated from the bus, who were dropped down from the bus, and these kind of guards that were on the sides. So anyway, we stand up in the line, and everybody quiets down a little bit. And this guard comes around and takes our passports. And I'm like, why do we have to give our passports? And they say they have to check it. My cousin just says, just give it to them. I know these are the regulations. And then eventually we gave them, I was convinced by him to give it to them, so I gave it to him. And he walked around and gave it to another guard, who gave it to another guard. And I'm like, fuck, he has my passport. Suddenly I realized how vulnerable I felt. Because if that passport disappears, where is my proof of identity? They could just say I'm Bangladeshi, I'm a bandit. It's amazing how much a passport holds, how much power a passport holds. A passport holds between a good life and a bad life. Between life and death, it holds everything in just a piece of paper. And it was just incredible how much I wanted to hold on to it. My eyes were like a hawk. I studied it as it was passed passed from one guard's hands to another guard's hands to another guard's hands. And my passport was different because it was red. So I could study it, I could keep track of it. But the other passports were Bangladeshi because the predominant nationality of these people who were congregated there were Bangladeshi, so they're the green one. So I studied it as it went to the top. And the guards at the top were putting stamps on it. And suddenly there was this rush of people that went towards the guards, except it was kind of put to stop by other guards. These guards suddenly formed lines and said, no, you have to wait. Because suddenly people started to panic, like, I don't know what was happening. Basically, it was chaos. And my cousin just grabbed me and said, hold on to me. And he said, can you see your passport? So he gave me a bit of a push-up. Actually, I go into his shoulder. I kind of tried to look up. I said, yeah, my passport, your passport. I don't know where your passport is. So anyway, we said, listen, fuck, let's just get out of here. Let's just wait. Donc en fait, le travail fait là, pour moi, c'est vraiment la simplexité, dans le sens où c'est très simple. C'est juste quelqu'un qui raconte une histoire, mais en même temps, ça nous a pris des semaines de répète pour être en synchro l'un avec l'autre. C'est pas de la danse et en même temps c'est de la danse parce que chaque mouvement, chaque geste a été orchestré, organisé. Il y a du rythme dans le texte. Et tout ça, c'est fait avec une sorte de nonchalance, mais en même temps, c'est très, très, très précis. Moi, j'aime beaucoup ce genre de travail, parce que justement, ça me permet d'entrer dans le monde de quelqu'un. C'est l'histoire, en fait, c'est ce qui lui est arrivé à Akram. J'ai fait un peu comme un documentaire, je l'ai interviewé. Et toutes ces hésitations, tous les moments que normalement, dans le théâtre, on nettoie quand on écrit, j'ai gardé tout parce que je trouvais que c'était très important d'avoir ces pauses, d'avoir
ces hésitations. J'aimais beaucoup tout ça parce que je trouve que l'être humain est comme ça. Et du coup, il devient beaucoup plus captivant quand on garde tout ça plutôt que quand on nettoie tout ça. Donc, dans ce sens-là, je ne suis pas un puriste. J'aime beaucoup tout ce qui est un peu, un peu rempli de choses. Et pour moi, ce mot simplexité, ça s'apparente à tout ça. Je te remercie. Un autre thème qu'on avait évoqué, c'était le mouvement et le contrepoids. Ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique dans ton travail et qui, évidemment, nous parle à nous, architectes, ingénieurs. Je te laisse peut-être développer un peu plus. Oui, en fait, sur l'idée du poids et du contrepoids, ce que je me rends compte aussi après toutes ces années de travailler autour de la danse, c'est que pour chaque geste, pour chaque mouvement qu'on doit faire ou qu'on veut faire, il y a un besoin de levier. Donc une sorte d'autre chose qui doit aider pour que le mouvement se fait. Comme si je veux lever ce bras, je dois le faire avec mon poids qui va dans un autre sens que le geste. Pensez à quand on tire une flèche, pour que la flèche s'en va, en fait, il faut tirer en arrière. Donc souvent, les choses, surtout que quand des danseurs apprennent à danser et qu'ils essayent le geste et ça ne fonctionne pas, c'est souvent juste relié au poids qui n'est pas au bon endroit. Et quand je travaille avec des danseurs, je suis tout le temps en train même je les énerve avec ça, parce que je parle tout le temps de où est ton poids. Où est-ce que le poids il est dans la gauche, dans ta jambe gauche, dans ta jambe droite, dans le bras, dans le coude, l'épaule. Donc en fait, on travaille fort sur ça. Et ça, c'est un peu... Voilà, c'est quand on travaille dans l'architecture, on comprend ça aussi, qu'il y a des endroits où il faut énormément de poids pour que quelque chose de très léger puisse tenir ailleurs. Et c'est pareil pour la danse. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Bien sûr pour des mouvements complexes, pour de la danse, disons, plus virtuose, mais aussi pour le rapport à un autre corps. Donc l'idée de travailler avec un corps, avec quelqu'un d'autre, il faut trouver une manière de partager le poids et de donner son poids sans être lourd, mais quand même le donner. Donc le tenir et le donner à l'autre, et en même temps aussi pouvoir prendre un poids sur son propre corps, le maîtriser ailleurs. Donc en fait devenir un. Comme exemple, j'ai un extrait de Faune, qui est un duo que j'avais créé en 2009, inspiré par le Faune de Nijinsky, donc l'après-midi d'un Faune, qui est un solo que Nijinsky avait créé avec quelques autres danseurs aussi, mais en général c'est un solo assez sensuel, sexuel, c'était un peu révolutionnaire à l'époque. Et moi j'avais envie de trouver cette sensualité, même cette sexualité, mais la rendre plus accessible, aussi plus innocente. Parce que souvent, la sexualité, c'est vu comme quelque chose de problématique. On a toujours peur. Et j'avais envie de dire, non, ça peut aussi être simplement une exploration pour deux êtres. Et donc, dans Faune, je vous montre un petit extrait, et puis on pourra parler encore plus du poids.
Donc oui, là dans le duo aussi, il y a beaucoup de moments où justement on cherchait à trouver un partage de poids et aussi où on avait envie autant la danseuse que le danseur porte. Donc en fait, qu'il y a une vraie égalité entre les deux personnages, qu'il n'y a à aucun moment une tendance à dire ah oui, c'est le garçon qui doit porter la fille, mais plutôt non, non, on se porte les uns les autres. Et il y a cette envie de yin et yang en fait, de l'égalité. Tout à fait. Tu parlais aussi d'efficacité dans le mouvement, de sobriété, de simplifier, de freiner, de donner l'énergie qu'il faut, trouver l'entre-deux. Oui, je pense que c'est une question de douceur aussi. C'est que souvent, quand on pense danse, on se dit c'est des mouvements saccadés. Moi, quand j'étais plus jeune, autour de mes 17-18 ans, c'était plutôt de la danse très, très millimétrée, très, très intense. Et c'est en trouvant la danse contemporaine que je me suis rendu compte qu'il y a un dosage sur lequel je pouvais travailler. J'ai eu des profs incroyables qui m'ont aidé à calmer cette énergie, ce surplus que j'avais, et à trouver une plus grande efficacité et aussi une douceur, en fait. Et ça jusqu'à maintenant, et avec l'âge, j'ai 47 ans maintenant, je pense que de plus en plus, je deviens de plus en plus doux. En fait, de plus en plus à la recherche de quelque chose de fluide, de doux, et qui est quand même captivant. Donc, en fait, un peu hypnotisant. D'ailleurs, je trouve que quand on parle justement de freiner, donner l'énergie qu'il faut, je pense à l'économie de moyens qu'on utilise pas mal en architecture. On est dans un bon exemple ici, justement, cette coque extrêmement fine de 10 cm. On a mis vraiment l'énergie uniquement là où il fallait. Il n'y a aucun surplus, rien qui n'est pas nécessaire. Et puis ça fait quelque chose là aussi de doux, effectivement. Oui, et puis je pense que c'est aussi on pense toujours qu'on doit donner plus. Et en fait, il faut juste donner ce qu'il faut. Un autre thème qui nous parle, à nous, architectes, c'est l'intérieur, l'extérieur. Il y a plusieurs intérieurs-extérieurs dans ton travail, dans ta réflexion. Je pense que ce qui est intéressant à nouveau par rapport au corps humain, c'est que souvent on voit le corps comme des muscles, comme des os, comme une réflexion venant de cette cervelle qui est tout le temps allumée, mais aussi c'est un espace. Donc en travaillant d'ailleurs avec Anthony Gormley, dont on parlera un peu plus après, lui souvent parle du corps comme un espace dans lequel se passent des choses. Et donc du coup, quand on voit notre corps comme un espace où à l'intérieur il y a des choses qui se passent, notamment quand on parle, par exemple, quand on utilise la voix, il y a toute une chorégraphie intérieure qui se met en place pour moi, pour avoir les mots qui sortent, pour que cette voix sort, pour que cette articulation se fait. Et tout ça, c'est une chorégraphie quand même aussi. Donc en fait, on est tout le temps en train de danser, tout le temps en train de faire des choses. Souvent, des danseurs essayent de maîtriser leurs mouvements, mais je me dis, oui, mais tu dois respirer. Tu dois avoir le cœur qui bat. Tu auras des choses que tu ne dois pas maîtriser, mais que tu dois écouter. Et donc souvent on parle de comment être à l'écoute de soi et à l'écoute de son corps. Et dernière chose, c'est le rapport à la, comment dire, dans cet espace qui est le corps, il y a aussi le système nerveux. Donc le système nerveux, souvent je parle avec les danseurs de ça, à quel point c'est pas vraiment les muscles et les os qui font le mouvement, mais c'est le système nerveux qui est un peu comme un peu comme on pourrait penser une sorte d'octopus, une sorte de, comment on dit, une sorte de poulpe. De pieuvre. De pieuvre. Et à l'intérieur de nous, on a cette pieuvre en nous qui permet le mouvement. Et c'est à travers des pensées autant conscientes qu'inconscientes, des choses inconscientes aussi, qui font que le corps bouge. Et ça, tout ça, cette écoute-là me semble très, très, très importante. Et voir à quel point on est en accord avec soi-même, comment on s'écoute en fait. Tu parlais aussi, tu disais que justement, effectivement, il y a l'espace à l'intérieur du corps, mais que finalement le corps, c'est un lieu de rencontre entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. Et tu parlais de l'exemple des pièces. Certaines pièces sont données dans des salles comme celle-ci. Il y a une énergie qui se dégage. Et d'autres pièces sont jouées en extérieur, à ciel ouvert. Et là, tu disais aussi que ça a changé du tout au tout.
Oui, non, c'est clair que pour les danseurs ou même pour le public, quand on est à l'extérieur, il y a tellement de choses qui nous amènent ailleurs avec le regard, qu'on entend, des choses qui... Et en même temps, il y a beaucoup plus d'espace. Il y a vraiment quelque chose où la danse, le mouvement qu'on fait, soudain prend beaucoup plus d'espace que quand on est dans une salle où parfois on est un peu dans un cadre. Et ce n'est pas mauvais. Le cadre est très agréable. Ça nous donne un espace de... Voilà, on sait que ça s'arrête là et là et là. Mais c'est très, très chouette quand on est dans des espaces ouverts parce que soudain, tout change en fait. L'énergie change, le rapport à soi change énormément. Et certains danseurs, au contraire, se sentent rassurés, se sentent safe quand ils jouent, quand ils dansent à l'intérieur. Ah oui, c'est clair qu'il y a des gens qui sont très, très... comment dire, l'attention va partout, donc du coup on n'est pas concentré, on se dit oui mais il y avait des insectes là, où il y avait un oiseau qui passait, et en fait ça crée ça peut perturber certains. De là découlent aussi ces notions dont j'ai parlé lors de l'introduction, qui sont le plein et le vide. Et là tu as une affirmation assez claire, le vide n'existe pas. Oui, non, je pense que le vide n'existe pas dans le sens où même entre nous, là, il y a plein de choses qui existent, qu'on ne perçoit pas, mais qui sont là. Donc il y a tout le temps une sorte de flux et on est sélectif dans toutes ces couches de ce qu'on voit. Et donc du coup, parfois on pense qu'il y a un vide, mais vraiment entre nous, ici, il n'y a pas de vide. On est dans une grande soupe où tout circule et il y a cette eau et quand je la bois... elle est entrée là, elle va devenir autre chose. Et ça devient, et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que tout se transforme en tout. Donc c'était là, et puis soudain c'est moi. Cette eau est devenue moi. Et c'est dans un flash. C'est la même chose avec la respiration, on partage tout ça. Ouais. Et on parlait aussi justement des espaces vides, alors vides plus ou moins vides, effectivement, jamais complètement vides. Ça, c'est aussi un thème qui nous touche, nous parle à nous, architectes. Et en parlant d'énergie, justement, qui circule dans ces vides, tu disais, il y a certains vides qui sont positifs, d'autres vides qui sont toxiques. Et ça, c'est quelque chose dont on ne tient pas du tout compte, nous, architectes. Alors, ceux qui s'intéressent au feng shui ou ce genre de choses-là, y pensent, mais c'est voilà, une autre façon de voir et de comprendre un espace créé ou non par un architecte. Oui, je pense que beaucoup de choses, on se dit toujours, oui, mais c'est mieux que les chaises sont là, que cette personne soit assise là, que les choses... On est tout le temps en train d'essayer d'organiser. En tant que chorégraphe, on fait ça constamment. On essaye de recaler les choses, de placer ça plus ici pour que ce soit plus près. Tout est constamment une sorte d'envie de contrôle, mais en même temps aussi une envie de créer des chemins, d'ouvrir l'espace pour que les choses soient plus fluides et plus organiques. En même temps, les spectacles ne sont pas que la fluidité, que l'organicité. Parfois aussi, on essaye de créer des conflits, ou plutôt pas créer des conflits, mais en fait de montrer qu'il y a conflit dans le monde, qu'il y a des moments de tension. Peut-être je peux montrer un extrait encore de 0 degré, où j'ai un rapport à moi-même, parce que Anthony Gormley avait créé pour nous, pour Akram Khan et moi, en fait, 2 figures qui étaient comme des mannequins. Des mannequins qui étaient... normalement, Anthony Gormley travaille toujours, en tout cas, il y a maintenant 20 ans presque, il travaille surtout sur son corps à lui. Donc, les proportions de son travail étaient reliées aux proportions de son corps. Quand il a travaillé avec Akram et moi, en fait, c'est la première fois qu'il a choisi de se mettre en rapport au corps de quelqu'un d'autre. Donc, il a créé des corps autres que son corps, parce que ça faisait sens en travaillant avec nous en tant que scénographe. Donc, ce que vous allez voir là, c'est en fait un duo avec moi et mon corps. Et moi et une image de moi qui a été créée par Anthony Gormley.
Donc là aussi, en fait, ce qui m'intéressait au-delà de la danse, c'était l'aspect théâtral, l'aspect d'être dans quelque chose d'inanimé qui devient animé, parce que je fais des choix qui font qu'à un moment donné, on voit quand même un personnage au-delà de moi qui bouge quelque chose. Ça devient, la poupée devient, elle-même devient animée et elle fait des choix. Elle fait des choix que je subis. Et en même temps, c'était aussi une sorte de psychothérapie à comment être en phase avec soi-même, comment être doux avec soi, mais aussi parfois comment on est dur avec soi-même. Donc tout ça, c'était aussi un miroir de notre rapport à nous-mêmes. Et souvent, on utilise les autres pour subir des choses qu'on fait à nous-mêmes. On parlait un peu plus tôt de l'énergie, justement, et quand on en discutait, tu parlais de ce rapport à la nature, qui est aussi quelque chose qui touche les architectes. Et tu disais être comme un arbre, aller vers la lumière, être tout le temps en train de bouger. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus à ce sujet ? Je pense que c'est relié à cette idée du système nerveux qui, comme je disais, c'était comme une sorte de poulpe qu'on est. Et quand on pense notre mouvement de là, en fait, beaucoup plus de choses deviennent très légères, en fait. Mais c'est aussi un peu comme une plante. Le système nerveux, c'est très lent comment ça se développe dans le corps. D'ailleurs, quand il y a eu des problèmes neurologiques, ça prend parfois 8 ans pour retrouver le mouvement qu'on avait avant. Mais c'est comme une plante qu'on doit donner de la nourriture, de l'eau, de l'oxygène, pour qu'à un moment donné, on a l'impression que ça repousse, en fait. Et donc, cette idée de la nature et du corps humain comme un corps qui est naturel et qui a besoin de temps, qui a besoin de bienveillance, mais aussi parfois de résistance pour pouvoir passer à travers quelque chose, tout ça m'inspire et me fait dire que la danse peut être une discipline qui, en fait, honore la nature, qui d'une certaine manière, est vraiment là pour démontrer qu'on est naturel, qu'on fait partie de la nature. Et tandis que souvent, on se dit « Ah non, mais c'est culturel, c'est relié à cette notion de la culture humaine, c'est sophistiqué. » Et j'ai envie de dire « Oui, mais ce qui est le plus sophistiqué, c'est la nature. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à écouter et à comprendre. » Et souvent, quand on voit les gens dans la rue ou n'importe où, on est très coincé. On n'a pas le droit de bouger d'une manière autre que comment on a le droit de bouger. Il est vert, on passe, il est rouge, on s'arrête. Tout est très, très chorégraphié, mais d'une manière assez coincée. Et si comme quelqu'un commence à danser dans la rue, on pense qu'il a un problème. Et en même temps, on sourit. Et en même temps, on est séduit. Et en même temps, on est heureux que ça se passe. Mais en même temps, on est un peu gêné. Donc, il y a un rapport au corps qui est ambigu, qui est paradoxal. Et pour moi, rester dans la danse contemporaine, c'est une manière de rendre tout ça normal, parce que ça l'est, et je pense que c'est organique et c'est naturel. Tu parlais aussi de, toi en tant que chorégraphe, symboliquement, tu aimes créer des nœuds pour après tenter de les dénouer. Oui, oui. Je pense que c'est aussi, je pense qu'on est tous nés avec beaucoup de nœuds en nous, beaucoup de choses qui sont complètement coincées. En tout cas, moi, j'ai eu cette expérience. Et pour moi, la danse, ça m'a aidé à dénouer des choses, à trouver ma voix, à trouver ma manière de pouvoir m'exprimer et de parler aux autres. Tout ça, c'est venu grâce à la confiance que j'ai eue à danser et à utiliser la danse comme une manière de trouver, de se retrouver, en fait, et de ne pas se cacher, mais en fait de se montrer et de partager. J'ai eu une période dans ma carrière en 2007 où justement je ne voulais plus danser. Je voulais vraiment m'arrêter. J'en avais un peu, j'avais l'impression de tourner en rond comme on peut avoir dans notre vie, une de mes many midlife crises. C'était en 2007 et en fait ce que j'ai eu comme occasion, grâce à un ami producteur japonais qui m'a invité à aller au temple Shaolin.
Donc d'aller faire complètement autre chose, les arts martiaux. Quelque chose qui m'intéressait depuis que j'étais tout petit, parce que justement, il m'avait demandé qu'est-ce qui te touche encore. Et je me disais, en fait, c'est le yoga, c'est les arts martiaux. Et donc, du coup, il a dit, peut-être tu pourrais venir en Chine, à Dengfeng, au temple Shaolin. Et donc, du coup, j'ai eu l'opportunité et la chance, le privilège de vraiment aller là-bas, avec aucun plan, pas du tout l'idée de collaborer ni rien. Mais en étant là-bas, j'ai rencontré les moines Shaolin et c'était très intéressant parce que le temple existe bien sûr dans toutes les contradictions de la Chine. Donc c'est vraiment, voilà, chaque endroit est toujours quand même un espace de contradiction quand même. Mais il y avait cette paix, moi je suis végétalien en fait, et à l'époque j'étais végétarien. Et tout le temple est végétarien. Donc du coup, je me sentais un peu chez moi parce que je me dis, super, c'est des gens comme moi. Parce que justement, ils vivaient avec certains codes qui étaient un peu les miens et qui souvent étaient vus comme bizarres en Europe. Et du coup, je me suis senti assez chez moi. Et eux, en tout cas, il y avait un moine, le maître, qui me disait, mais c'est quoi être chorégraphe ? Je dis, ça c'est une très bonne question. Qu'est-ce que c'est en fait ? Et donc du coup, je lui ai expliqué, j'ai dit, j'organise les choses qui se passent sur scène avec des corps humains, et il y a d'autres corps qui s'assiedent, qui regardent ça, ou qui sont debout et qui regardent ça, et il y a un rapport entre ces gens, il y a quelque chose qui se passe, une émotion qui passe ou qui ne passe pas. Et il y a un temps partagé. Il y a un temps partagé, il y a une vision partagée, même si chacun a un point de vue différent ici. On est quand même on essaye d'avoir le même moment, on essaye de capter le même moment. Donc, eux, ils étaient très intéressés dans les artistes. Ils invitaient des photographes, ils invitaient des écrivains. Ils n'avaient jamais rencontré un chorégraphe. Donc, du coup, ils disaient, peut-être tu pourrais essayer de chorégraphier nos jeunes moines. Je dis, il faudrait que je comprenne le mouvement qui est le vôtre. Donc, du coup, j'ai un peu étudié avec eux les arts martiaux, c'est le kung-fu. Là-bas. Et d'abord, j'ai travaillé avec un moine, puis 4, puis 7, puis 10, puis 17. À un moment donné, j'avais des images à 17. Et donc, il y a eu un moment vraiment magnifique où soudain, étant donné que le temple est un espace où il y a les générations coexistent d'une manière assez naturelle, il y avait aussi des très âgés, mais aussi des enfants moines de 10 ans, 8 ans. Et il disait, mais peut-être tu pourrais travailler avec un des enfants. Moi, j'aime pas les enfants. Donc j'avais tendance à dire, oh non, je vois pas comment on va arriver à faire quoi que ce soit là-dessus, parce que c'est vraiment pas mon focus. Mais quand il était là, soudain, il me comprenait le mieux. Donc en fait, l'enfant qui était là, et je disais, voilà, ça, là, on imagine ça et ça. Et en fait, l'enfant était hyper efficace sur le côté artistique. Tu as changé d'avis alors sur les enfants ? Ah oui, complètement. Et puis soudain, j'étais complètement dans... Oui, mais là, en fait, il a montré le chemin de comment faire ce spectacle ensemble, mais aussi pour les autres moines. Parce que du coup, ils ont vu à quel point cet enfant prenait de la liberté, tandis que tout le monde était un peu... voilà, on était tous un peu... on voulait bien faire. Tout le monde voulait bien faire pour tout le monde, donc rien ne se passait. Et puis cet enfant, il a cassé tout ça. Il a pris en charge la chorégraphie d'une certaine manière. Donc peut-être je peux montrer un tout petit extrait. C'est un spectacle qu'on a présenté ici cette année, mais peut-être on montre juste un tout petit extrait.
Donc là aussi, c'est un peu deux mondes qui se rencontrent parce que c'est les moines Shaolin. Là, vous ne les voyez pas faire du kung-fu, mais ça, vous savez qu'ils savent faire ça très bien. Mais justement, où ils ont en rapport avec ces boîtes qui étaient une proposition artistique de Anthony Gormley, justement. Donc, ce qui s'est passé avec Anthony dans ces quelques années que j'ai travaillé avec lui, c'est que vraiment, il y a eu une sorte de trajet du corps. Donc d'abord, j'avais ce rapport au corps, l'extrait que vous avez vu juste avant, où mon corps était voilà, un objet. Et puis ici, vous voyez un peu comme comme des cercueils, en fait. C'est en fait l'espace du corps, l'espace qui nous est donné à tous. Parce que avec quel espace est-ce qu'on meurt? Avec l'espace de notre corps. On n'a pas plus que ça. You go away with that. C'est cet espace-là, on est né avec cet espace, et c'est cet espace personnel que Anthony avait envie de mettre en valeur grâce à ces boîtes, qui du coup, pour moi, étaient comme des pièces de Lego. J'ai toujours adoré jouer justement un peu comme un enfant avec ces blocs. Et j'avais envie de trouver, parce que ces blocs étaient tellement carrés, de trouver quelque chose d'organique. Donc cette fleur de lotus était une réponse un peu à... Et l'enfant un peu comme un Bouddha sur la fleur de lotus qui s'ouvre. Le spectacle, en général, est toujours une sorte de rituel. C'est vraiment quelque chose où on essaye de parler dans une langue un peu poétique de choses qui nous importent, mais en même temps sur lesquelles on n'a pas toujours des mots faciles. C'est pas facile à décrire, mais je sais qu'avec Sutra, ce que j'avais envie de faire, c'était cette rencontre avec les moines, leur rencontre avec l'univers d'Anthony Gormley, et comment partager cet espace entre nous, comment aussi valoriser le rapport du conflit et de la réconciliation. Et l'idée de la mort qui retourne dans la vie, que chaque mort, en fait, emmène à nouveau une autre énergie, quelque chose de très bouddhiste. D'ailleurs, une chose intéressante avec le spectacle, c'était que il a été fait en Chine, et donc il y avait l'État chinois qui venait regarder pour voir si c'était assez chinois, si en fait j'étais assez en respect à la culture chinoise. Il y avait une entité bouddhiste qui venait regarder pour voir si c'était assez bouddhiste. Et je me rappelle, les producteurs en Europe étaient là, ah mais qu'est-ce que c'est de la censure et tout ça. Je dis oui, mais vous aussi vous venez regarder si c'est assez pour le Festival d'Avignon, parce qu'on l'avait fait au Festival d'Avignon, pour voir si c'est assez juste pour le public à Avignon, si c'est assez juste pour être présenté à Chaillot à Paris. Donc en fait, à cette époque-là, c'était 2007, j'étais assez conscient soudain du système de censure qu'on a entre nous, et la Chine justement était un endroit tellement particulier autour de ça que je me suis rendu compte des systèmes de censure chez nous aussi, et à quel point on évite d'en parler, mais en fait on les vit tous les jours. Et donc ça a été vraiment un moment où ma carrière a fait une sorte de virement, où soudain je me suis rendu compte de comment faire pour aller au-delà de toutes ces choses qui nous retiennent en fait de s'exprimer. Une autre chose qui nous lie très fortement avec l'architecture, c'est ton rapport aux dimensions. Les deux dimensions, justement, une ligne entre deux danseurs, entre deux éléments, qui devient une troisième dimension, voire même une quatrième avec le temps. Tu parlais de légèreté, tu parlais d'alignement, un alignement entre les bâtiments, un alignement entre les gens. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça ? Ben oui, quand on voit un peu le processus de la présentation d'aujourd'hui, on a le corps, et le corps avec soi-même, après le corps avec un autre corps, mais après tous les corps ensemble, de comment est-ce qu'eux se positionnent. Et c'est là que le jeu du chorégraphe peut se remettre où j'ai un espace d'expression à choisir comment les corps s'organisent dans l'espace et sont en rapport les uns aux autres, en fait. Et dans ce sens-là, ça m'a travaillé avec les moines, qui étaient sur une sorte de collectif, même si chaque moine était très différent et chacun avait sa propre nature et son propre imaginaire.
il y avait quelque chose du collectif qui se remettait en place et qui me réalignait avec l'idée du chorégraphe qui organise les danseurs comme un collectif, comme si on était une murmuration d'oiseaux, où tout le monde a sa place et trouve une manière d'être en rapport les uns aux autres. Donc la chorégraphie, pour moi aussi, c'est ça, c'est comment, comment devenir un collectif. Quelque chose, et pas contre quelque chose, mais juste pour le fait de l'être. Parce que souvent, on se met ensemble parce qu'on est contre ceci ou contre ça. Et dans la danse, en fait, on est là pour quelque chose. On est là pour préserver l'idée de la solidarité, l'idée de l'empathie ou du partage. Des mots un peu, qui souvent sont un peu creux ou vides, parce que justement, il y a tellement peu de solidarité, il y a tellement peu d'empathie. Et pour moi, la danse est un espace où, à nouveau, on peut faire cet exercice. Et le public, à nouveau, en ayant patience collectivement, fait aussi un exercice de partage. Et parce que, quand on ne suit que son propre instinct, on peut parfois être un peu déconnecté des autres. Et pour moi, la chorégraphie, c'est aussi une excuse pour rendre les choses collectives. Peut-être je montre un autre extrait, qui est un extrait d'un spectacle qui s'appelle Babel. Et Babel, justement, était un spectacle fait à 4 mains, dans le sens où c'est fait avec un copilote chorégraphe, Damien Jallet, artiste associé aussi au Grand Théâtre de Genève et avec qui je travaille presque 23 ans déjà. Souvent, il fait son travail à lui, mais parfois, on fait des choses ensemble. Et Babel, on l'avait fait ensemble en 2010. Et ce spectacle-là aussi, à nouveau, souvent on pense, ah oui, le chorégraphe ou la chorégraphe fait tout le travail tout seul, mais c'est toujours un travail fait en collectivité. Il y a les danseurs qui ont un énorme apport de mouvement et tout. Il y a des vraies conversations, c'est un peu, on est parfois un peu assistant social en tant que chorégraphe. On est vraiment dans quelque chose de très psychologique et constamment dans le rapport à l'autre. Et donc travailler avec Damien, c'est agréable parce que ça enlève un peu du poids du travail, parce que on le partage. Et ce spectacle Babel Words, qui est un peu une ode à la tour de Babel, qui souvent est vue, la tour de Babel dans la Bible, vue comme une punition de Dieu, oui, vous allez tous parler une autre langue et personne ne se comprendra. Et nous, Damien et moi, on avait plutôt envie de dire non, c'est vraiment une sorte de bénédiction, parce que écouter, c'est la beauté d'une autre langue. Als ik nu in het Nederlands spreek en ik begin hier in het Nederlands te spreken, ik weet niet of dat er iemand Nederlands spreekt. Ja, 1 persoon, 2, 3, 4, 5. Dus plots door in het Nederlands te spreken, kan ik mij alleen maar met die mensen in contact gaan. Donc je déconnecte de tout le reste pour aller dans une connexion particulière avec les gens qui sont néerlandophones aussi, ou flamands. Et Babel, en fait, travaille sur ce rapport-là, où soudain, on peut, grâce à cette diversité des langages aussi, trouver des choses, parler de choses que peut-être dans une langue, il n'y a pas un mot pour ça, mais dans l'autre, il y en a une. Et ça, j'ai toujours envie de promouvoir cette notion de parler plusieurs langues, même si on les parle très mal, c'est pas grave. Mais c'est l'idée d'essayer d'aller au-delà de sa propre, de ces codes avec lesquels on a grandi, qui sont très limités. Souvent, on pense, on est la référence, on est né en Suisse ou en Belgique, et c'est le monde, on le voit à travers cette fenêtre-là, mais c'est très limité. Et ayant travaillé au Japon, en Chine, en Amérique, en Angleterre, je ressens énormément ce besoin d'essayer de comprendre les autres langues, parce que sinon, je n'arrive pas à être compris non plus, parce que justement, il y a trop de limites. Donc, je vais montrer un petit extrait de Babel.
Donc là, à nouveau aussi, la collaboration avec Anthony Gormley. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu le corps, puis l'espace du corps, et puis ça, c'est juste l'espace. il y a juste ces formes. Ce qui est intéressant avec les formes que vous avez vues, en fait, c'est que il y a 5 éléments. Donc il y a 5 éléments sur scène, et en fait, ils ont tous d'autres, disons, dimensions, mais le volume de chaque élément est pareil. Donc en fait, ce qui est très intéressant sur le niveau architectural, c'est que on a l'impression de voir quelque chose de très grand et de plus petit, mais en fait, ils ont le même volume. Et c'était cette notion de comprendre à quel point on peut être tous différents dans notre forme, mais à l'intérieur, the soul is the same. L'essence est pareille. Et c'était un peu la volonté autant de Anthony Gormley que de Damien et de moi d'arriver à fêter la diversité. Donc là, vous voyez, on était au Palais des Papes à Avignon, et c'était chaque personne, il y avait quelqu'un de Suède, du Maroc, du Vietnam, de par le monde. Chaque danseur était, et d'ailleurs beaucoup de danseurs avaient 2 cultures. Donc en fait, quelqu'un qui était indien, mais aussi anglais, parce que sa mère était indienne et son père était anglais. Et donc il y avait ce côté, cette envie de fêter la diversité, mais en même temps trouver une unité et travailler ensemble les choses qui bougent, parce que ça demande énormément d'énergie. Pour bouger ça, il faut que tous ces gens travaillent ensemble. Et ce qu'on a découvert avec Babel, c'est que pour travailler ensemble, il faut aller plus lent. Il faut du temps. Les choses ne vont pas vite ensemble. Il faut ralentir le pas pour que tout le monde puisse suivre. Et ça, c'était quelque chose de très touchant, de comprendre qu'il faut ralentir pour que tout le monde puisse suivre. Tu as fait beaucoup de collaborations avec Anthony Gormley. Je crois qu'on a d'autres. Oui, il y a encore. Peut-être je peux montrer un prochain extrait qui est justement noétique, que peut-être certains d'entre vous ont vu. On montrera ça aussi là. Là, l'évolution de Babel, où justement en 2010, on avait reçu ces grandes structures qui étaient complètement vides, où il y avait des murs qui n'existaient pas, où on pouvait passer à travers, tout était dans la tête. On avait l'impression de voir un espace, mais les frontières ne sont pas réelles. Ce que je trouve aussi très intéressant émotionnellement, psychologiquement, c'est cette notion de choisir où est la frontière. Et on peut la bouger tous les jours. Tous les jours, on peut dire, je vais un peu plus près de moi, un peu plus loin de moi. Et donc, Babel avait cette notion où la frontière était une illusion, mais une convention. C'était,
on avait cette structure, donc on se disait, voilà, on ne peut pas passer par là parce qu'il y a un mur. Mais en fait, il n'y avait pas de mur, c'était une convention. Ici, avec Noétique, en fait, c'était encore plus primaire. Soudain, c'était juste des lignes, des points, un point A et un point B. Des lames de carbone, c'est ça? Des lames de carbone qui allaient d'un point A à un point B, c'est tout. Donc il ne pouvait pas me donner quelque chose encore plus simple que ça. C'était vraiment le grand artiste qui me donne une latte. Mais justement, c'est là le génie de Anthony, c'est que ces lattes étaient très, très, très solides et en même temps très flexibles. Donc, quand on les portait, elles tombaient. Donc, en fait, on voyait la gravité se traduire à travers cette latte et on pouvait les connecter de bout à bout pour créer ces cercles. Et donc, du coup, ça m'a un peu rappelé quand j'étais enfant, quand je faisais les dessins un peu de la fleur de la vie et toutes ces choses où on essaye de faire 3 dimensions en 2 dimensions. Ben, ça me rappelait ça, en fait, parce qu'avant d'être danseur, j'étais dessinateur. Donc, en fait, tout ce que je fais en tant que chorégraphe, je le fais un peu comme un dessinateur encore. Et donc, ces cercles, pour moi, ça faisait un peu comme des molécules, comme des éléments, en fait, qui interagissent et qui créent un monde assez, un peu comme des fractals, vraiment, vraiment très, très, très beau, mais en même temps, c'est comme une alchimie, une sorte de réaction chimique. Il y avait, je crois, un dernier extrait que tu voulais montrer, toujours par rapport au travail avec Anthony Gormley. Il y a le dernier projet que j'ai fait avec lui, c'était intéressant parce qu'on revenait à la case départ du corps comme un objet. Donc, à nouveau, on allait vers quelque chose de beaucoup plus concret, mais c'était une sorte de clé d'argile qui, justement, faisait que rien ne tenait forme. Donc on avait cette chose qu'on pouvait utiliser, mais qui à chaque fois en fait se dégringolait. Donc c'était très difficile de trouver comment la tenir. Donc je vous fais un extrait du spectacle Icon qui a été créé en 2016. Donc c'était vraiment la 5e fois que je travaillais avec Anthony Gormley. Extrait. La terre crue est un matériau que les architectes aimeraient utiliser de plus en plus. Là, je pense ça va nous donner des bonnes idées pour les prochains bâtiments. C'est pas facile. En tout cas, c'est parce que ça tient pas du tout. Et ce qui était fascinant pour moi, c'était ça parlait en fait de l'impermanence des choses. Donc en fait, ce qui se passe dans le spectacle de Icon, c'est qu'à chaque fois, ils bâtissent quelque chose et ça tient pas. Mais c'est là pour un certain temps. Donc, il y a un moment où on voit, ah oui, ça existe, et puis ça se dégringole, et il faut rebâtir quelque chose d'autre avec le même matériau de base. Donc, à chaque fois, on était en train de... Et là, ce passage-là, c'est vraiment le moment où il
ils mettent des masques. Et c'est assez fascinant parce que soudain, on a l'impression de voir des masques du passé, un peu samouraï. Et ça dépend qui. Donc chaque interprète, en fait, a des tendances physiques, ils le font. Et puis soudain, on a un masque commedia dell'arte. Et soudain, on a quelqu'un d'autre qui a un autre masque qui est beaucoup plus aborigène. Et c'est fascinant parce qu'on n'essaye pas de faire ces choses-là. C'est ces choses qui nous traversent et qui se remettent en place. Après, je leur avais demandé de créer une arme avec... et donc, pour certains, c'était vraiment très concret, et pour d'autres, c'était comme une pierre. Et c'est intéressant de travailler avec des danseurs, à leur donner un espace de créativité, mais aussi un espace où le subconscient, en fait, va créer quelque chose, va proposer quelque chose qui est quand même collectif. Parce que quand on voit les gens le faire, on a l'impression que c'est orchestré. Mais en fait, ma direction envers eux était très simple. C'était vraiment deux choses. J'ai demandé, faites un masque, faites une arme. Et puis soudain, ça devient, oui, on dirait, on se sent un peu menacé. On a l'impression de voir une tribu très particulière. En même temps, c'est nous. Ces gens-là, c'est nous. Moi, ça me fait penser, quand je vois cette terre, justement, dont tu parles, qu'elle dégringole, la précédente conférencière que vous avez peut-être vue, qui est Salima Nadji, qui est marocaine, parlait de justement son travail avec la terre et comment les bâtiments réalisés avec ça sont des bâtiments qui sont réparables. Tu parlais que ça dégringole, mais une fois que c'est dégringolé, ça peut se remonter. Et suite au tremblement de terre du Maroc, elle disait voilà, les structures en béton ont été endommagées de manière irrémédiable. En revanche, les structures en terre, elles, on a pu les reconstruire, on a pu les réparer, on a pu les voilà. Donc ce qui dégringole remonte aussi après. Ouais, c'est fantastique. Ouais. Et dernier thème qu'on avait abordé ensemble, c'était justement, ça fait le lien assez facilement avec le Maroc, c'est les échanges culturels et ton affection pour ça et l'inspiration que tu en prends, que nous en prenons tous. Oui, en même temps, c'est toujours un peu, comment dire... c'est pas toujours évident d'en parler parce que souvent on a l'impression de voir les cultures comme une sorte de carte postale qui est le Maroc, c'est comme ça, et en fait c'est beaucoup plus vivant, c'est constamment en train de se transformer, c'est constamment en train d'évoluer. Donc moi j'aime beaucoup parler des échanges géographiques. Donc l'idée d'aller dans une certaine géographie, quand je suis allé en Corse et que je travaille avec des chanteurs corses, en fait leur chant était une manifestation de leur paysage. Donc vraiment, quand on entend les chanteurs corses qui chantent, on voit le paysage dans leur voix. Et en plus, on voit l'environnement sonore qui est retraduit dans ces chants corses, parce qu'il y a trois voix, si vous connaissez un petit peu, et ces voix, souvent, eux, ils en parlent comme étant, oui, ça c'est la voix un peu comme une chèvre, ça c'est la voix un peu comme un bœuf, et ça c'est une voix un peu comme un aigle qui est au-dessus. Donc en fait, il y a ce paysage et cette nature qui crée l'art qui se fait là, qui crée la culture qui se fait là, parce que pour moi, art et culture, c'est une chose. Les seules choses dont on se rappelle des anciens Grecs, c'est les vases, c'est les dessins sur ces vases. Ben, c'est fait par des artistes. Les vases sont faits par des artistes. L'architecture de la ville, elle est faite par un artiste. Donc en fait, ce qui reste d'une culture, quand on pense culture, même la Tour Eiffel, quand on pense à Paris, ben c'est une œuvre d'art. Et le Mona Lisa, c'est une œuvre d'art. Donc nos cultures, en fait, sont tout le temps une œuvre d'art. C'est toujours une œuvre d'art qui représente ça. Et donc, pour moi, il y a ce côté géographique. En même temps, il y a les artistes avec qui on peut donc du coup travailler. Et une artiste particulièrement que je trouvais très intéressante à aborder parce qu'elle est tellement unique et bizarre et en même temps très connue, c'est Marina Abramovic. Marina qui est une artiste qui travaille que avec son propre corps, un peu comme Anthony Gormley. Ils sont très similaires dans ce sens-là, même s'ils sont complètement à l'opposé de comment ils s'expriment. En fait, l'essence même vient du même espace. Et donc Marina, je l'ai rencontrée en 2004, donc il y a 20 ans en Italie. Elle avait vu un spectacle que j'avais fait. À l'époque, j'étais danseur assez intense. Je faisais des choses sur scène où presque, voilà, je me donnais à 1000%.
Et c'était quelque chose qu'elle aussi, à cette époque-là, faisait en tant que performance artist. Elle s'est énormément adoucie avec l'âge. Et je pense, Comme moi toi. aussi. Oui, voilà. Mais je me rappelle d'elle en tant qu'une artiste qui n'était pas du tout danseuse, pas du tout actrice, mais en fait une sorte de performance artist. Et j'étais assez fasciné par cette vérité qu'elle incarnait, parce qu'elle était juste là, elle faisait ses trucs et il n'y avait pas de code théâtral. Là, on saute 10 ans plus tard, ou 9 ans plus tard, en 2013, Damien Jallet et moi, on était invités à faire un boléro pour l'Opéra de Paris. Et Damien avait l'idée d'inviter Marina à travailler avec nous sur le concept et sur la scénographie, parce qu'elle faisait déjà parfois des univers scénographiques pour d'autres metteurs en scène, mais jamais pour un ballet. Elle n'avait jamais fait pour un ballet. Donc de là est née notre collaboration sur le boléro qu'on a montré dans la soirée Éléments ici. Et ce qui était particulier avec ce boléro, bien sûr, c'est que on est là à Genève, à côté de Lausanne, c'est que quand on pense boléro, on pense dans la danse, on pense Maurice Béjart et cette version magnifique qu'il a créée avec un danseur ou une danseuse au centre et tous les autres qui vont vers cette danseuse ou ce danseur. Et nous, on voulait un peu démocratiser ça et trouver une manière surtout à l'Opéra de Paris, où justement il y a une énorme hiérarchie, et on se demandait, oui, mais qui va être l'étoile avec laquelle on va travailler, etc. etc. Je me disais, on va travailler avec toutes les étoiles. On va créer une constellation où chacun brille les uns à côté des autres. Donc en fait, on a choisi avec Damien, avec Marina, de montrer le vide entre nous et de briller, et que chacun pouvait briller les uns à côté des autres. Peut-être je montre un petit extrait, puis on en parle encore. Donc, ce qui s'est passé avec... Ça, c'est des extraits de la compagnie ici, du Ballet du Grand Théâtre de Genève. Et puis, en fait, quand on l'avait créé en 2013 pour le ballet de l'Opéra de Paris, en fait, il y avait dans le décor, il y a ce grand miroir qui fait qu'en fait, on voit les choses d'un autre point de vue. On le voit d'en haut. Et le public, en fait, est un peu... on ne sait pas trop où regarder. On sait pas donc il faut faire des choix personnels. Il faut se dire non, je vais suivre ce danseur, ou je vais regarder la totalité, ou je vais aller là. Mais il y a plein de systèmes, des figures en 8, des éléments, mais tout en fait est un peu comme dans la vraie vie. Tout s'enchaîne l'un après l'autre. C'est un vrai tour de force pour les danseurs. Vraiment, c'est incroyable pour eux enfin, moi, je trouve leur travail impressionnant parce qu'en fait, ils tiennent. Ils tournent tout le temps. Ça, c'est aussi un peu typiquement le travail de Damien Jallet qui demande une sorte de... Moi, je suis plus calme, je pense. Je demande beaucoup des interprètes, mais avec Damien, c'est toujours une sorte de poussée à l'extrême. Et donc, ils sont tout le temps en train de tourner. Pensez au derviche tourneur. Donc, c'est inspiré par cette notion de se donner à fond, à être tout le temps tourné autour de son axe, et l'axe se déplace. Et les costumes sont de Riccardo Tisci. Riccardo Tisci qui est venu grâce à Marina Abramovic, ils se connaissaient. Riccardo était à cette époque-là chez Givenchy. Après, il est allé chez Burberry. Maintenant, il est indépendant. C'est un très, très grand couturier. Et il s'est inspiré un peu des éléments du Mexique. Ces dessins un peu de la fête des morts, où justement, mais il a enlevé les couleurs, il en a fait
son univers à lui. Mais tout est brodé et on a l'impression de voir le squelette du danseur pour aller au-delà justement de la notion de homme ou femme, pour vraiment aller vers l'essentiel de l'être humain où le squelette est quasiment pareil. Et en fait, c'est une envie de transparence et en même temps une notion de conscience de notre mortalité et de l'idée de danser pour les morts. Donc aussi d'être dans un rapport à « je suis là pour mon père qui n'est plus là » ou pour ma grand-mère et mon grand-père qui ne sont plus là. Donc en fait, cette notion de rester en rapport à nos ancêtres qui ont fait des bonnes choses et des moins bonnes choses, mais en relation avec eux, de ne pas oublier qu'on vient de là. Et je pense que c'est ce qu'on a essayé avec Boléro de faire, c'est créer une sorte de galaxie où chacun brille, où le public a le choix de choisir d'où on regarde ces étoiles. Merci beaucoup. Merci à vous. Si tu es d'accord, on ouvre la parole à ceux qui veulent poser quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Bonsoir. Déjà, je vous trouve incroyable. Je trouve vos réflexions très profondes et on a de la chance de vous avoir ici à Genève, au Grand Théâtre. Et du coup, la question, il est là. Vous voyagez tellement et vous êtes toujours en train de créer quelque chose. Vous trouvez comment le temps pour réfléchir, pour s'arrêter et d'avoir ces réflexions en fait hyper touchantes, philosophiques, je dirais. Voilà, merci. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est souvent... c'est complexe comme question parce que... oui, simplexe. C'est que, en fait, j'essaye de trouver du temps à ne pas réfléchir. J'aimerais trouver du temps à justement ne pas être dans la réflexion. Je pense que depuis que je suis tout petit, je me suis toujours posé des questions. Mais pourquoi ceci? Pourquoi les choses sont comme ça? Donc, je suis un peu un soft rebel. Donc, il y a une envie, une énorme... je suis très acharné à l'intérieur de moi, très fâché aussi avec le monde, très, très fâché. Et donc, les réflexions, elles sont une manière de trouver un rapport doux au monde qui, pour moi, est très violent et très difficile. Et donc, chaque chose que je fais, c'est une manière de me dire, OK, je vais aborder un peu Dalai Lama. Je vais essayer d'aller là-dedans d'une manière douce, étant donné qu'en fait, j'ai vraiment envie de parler de telle ou telle chose, de l'hierarchie. Donc, par exemple, au ballet de l'Opéra de Paris, on avait vraiment envie de parler de ces choses-là. On avait envie de dire, oui, mais tout le monde a de la valeur. Pourquoi est-ce que quelqu'un est plus important que quelqu'un d'autre? En plus, Damien et moi, on partage l'écriture où ni lui ni moi sont plus importants. Donc, on travaille ensemble. Quelque chose que beaucoup de journalistes se posent des questions, mais oui, mais c'est qui à la fin qui fait le choix? J'ai dit, mais c'est l'exercice diplomatique que vous devriez valoriser, parce que c'est hyper important aujourd'hui d'arriver à des ententes. Regardez le monde d'aujourd'hui, c'est terrible comment chacun reste dans son point de vue, sans aucun espace pour le point de vue d'un autre. Donc, est-ce que moi j'ai envie de rester dans mon point de vue? Bien sûr, tous les jours j'ai envie de... C'est comme ça, ça sera rouge et ça sera bleu. Mais c'est intéressant de travailler avec des gens comme Marina ou Damien ou Anthony Gormley qui me secouent, qui en fait me font changer d'avis. Donc, je pense que ce que je fais, c'est me mettre dans une situation où je dois me remettre en question. Et ça me permet d'être inspiré par les moines Shaolin ou d'être inspiré par... voilà. Et c'est la même chose, Marina Abramovic ou le petit moine que vous avez vu, c'est le même impact sur moi. C'est vraiment quelque chose, ils ont changé ma manière de regarder les choses autour de moi. Et c'est peut-être une envie, si j'essaye thérapeutique, c'est aussi une envie de devenir autre chose que ce que je suis. Je suis parfois un peu... I get tired of myself. J'ai envie d'être autre chose, j'ai envie de me transformer. Et le fait de pouvoir me mettre dans la perspective de Damien Jallet ou d'un de mes danseurs ou danseuses ou une autre artiste, ça me permet d'aller au-delà de moi.
et de voir plus large. Donc l'inspiration est très facile parce qu'elle est constamment, je me mets en danger ou je me mets dans un espace juste beyond my comfort zone, juste hors de ma zone de confort. Et parce que ma zone de confort, elle me lasse très vite. Elle est très vite, voilà, je me dis, je tourne en rond, je fais toujours les mêmes choix, c'est toujours les mêmes. Donc je dis non, il faut proposer autre chose. Et c'est grâce à ces rencontres que j'arrive à proposer autre chose. Donc j'ai tendance à dire à des artistes, si vous êtes coincés, ben, essayez de partager une œuvre avec quelqu'un d'autre et voyez comment ça peut vous nourrir. Parce que moi, ça m'a beaucoup nourri. C'est dur pour l'ego, dans le sens où parfois on se dit, oui, mais ça c'était mon idée, c'était pas Marina, ou c'était pas Damien, ou c'était pas tel. Mais ça, à nouveau, c'est aussi une rencontre avec soi, de se dire, ok, j'ai cet ego, et j'ai envie de ce spotlight, mais pourquoi ? Parce que je pense que ne pas avoir de la valeur, mais pourquoi ? Et donc en fait, ça, automatiquement, on en revient à une remise en question de soi-même. Je pense aussi que pour moi, le Covid m'a beaucoup aidé. C'est terrible de dire ça, mais c'est parce que c'était une période horrible avec des gens qui sont partis et tout. Mais moi, ça m'a permis de ralentir le rythme et de me dire, mais qu'est-ce qui compte encore pour moi ? Et donc, du coup, c'est aussi comme ça que je suis venu à Genève, que j'avais envie de travailler encore ailleurs, d'essayer des nouvelles choses aussi. Donc voilà, l'inspiration, elle vient vraiment grâce au fait de me déplacer et de aussi faire des choix communs plutôt que des choix personnels. Excusez-moi, ce n'est pas tellement par rapport à votre travail, mais plutôt à votre état d'esprit, la question. Vous parliez de cette douceur qui arrive chez vous maintenant avec l'âge. Vous parliez aussi de votre amie chorégraphe et danseuse qui devient plus douce avec l'âge aussi et qui était très agitée au début de sa carrière. Et je voulais savoir quelle est l'explication de cette douceur qui tout d'un coup arrive ? Il y a eu des moments où il y a des rencontres où soudain on se sent moins seul. Donc on a eu beaucoup de chance, je pense, Marina et moi aussi, d'avoir eu des rencontres avec des gens qui nous comprenaient, qui disaient « Ah, mais je vois ce que tu veux dire » ou « Je vois ce que vous voulez dire ». Et en fait, ça faisait que soudain, ce côté, souvent des gens très fâchés, très agressifs, c'est souvent des gens qui ne se sentent pas compris. Et donc quand moi j'ai un danseur qui est très très fâché, je comprends très bien son sentiment, parce que souvent, je l'étais aussi, très frustré. On se dit, oui, mais tu ne vois pas que c'est comme ça et que lui n'a pas fait ça, ce n'est pas ma faute. Je dis, analysons ce qui se passe et voyons. Et donc, du coup, à un moment donné, même ces danseurs-là deviennent plus calmes et plus doux parce qu'ils se rendent compte qu'on peut regarder les choses de leur point de vue. Ou mieux encore, trouver un point de vue commun qui est plus large que leur point de vue, parce qu'on ne voit jamais tout. Donc moi, ça m'a aidé de rencontrer des gens au fur et à mesure dans ma carrière qui me comprenaient et qui me faisaient confiance. Je pense en tant qu'arabe, c'est très difficile parfois d'avoir de la confiance des gens. On pense qu'on est des voleurs, on pense qu'on est ceci, c'est là. Moi, j'ai eu ça toute ma vie quand j'étais petit. C'était vraiment tout le temps une revendication d'essayer de dire oui, mais on n'est pas comme ça. Et donc le fait d'avoir quelques rencontres où justement on sent une confiance, où on sent un support, et tous les jours ça vient et ça s'en va. Mais ça m'a permis d'être moins fâché, justement. Après, il y a beaucoup de choses qui me fâchent encore. Hein. C'est clair, et je pense tout le monde. Mais je sais aussi que, et justement, on est tellement dans un temps où être fâché avec les autres parce qu'ils n'ont pas le même point de vue ne fait rien de bon. Ça, à 47 ans, j'ai vu, ça n'aide pas vraiment. Les gens ne vont pas m'écouter quand je suis fâché. Et donc, je dois aller au-delà de ce sentiment, parce que sinon, je ne vais jamais trouver la satisfaction de déjà changer de point de vue, ce que j'aimerais bien, ou de voir que quelqu'un change de point de vue, ce qui est aussi assez miraculeux quand ça se passe. Quand quelqu'un d'autre se dit « Ah oui, mais tu avais raison ». J'ai eu des moments comme ça dans ma vie, et c'était tellement touchant pour moi de me dire « Ah,
10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, mais ça fait vraiment du bien. Et donc, je souhaite ça à tout le monde, d'avoir des moments où, quand vous saviez dans votre âme que vous étiez dans le juste et que vos parents, à un moment donné, disent « Oui, mais tu avais quand même raison ». C'est ces choses-là qui vous adoucissent aussi. Donc, j'ai eu beaucoup de chance avec ça. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, comme l'heure avance, c'est qu'on termine cette conférence et que je vous invite tous et toutes à aller prendre l'apéritif. Et ce sera l'occasion de continuer à échanger avec l'Arbi et entre nous, si vous êtes d'accord avec ça. Merci encore de votre présence. Merci. Merci beaucoup, l'Arbi. Merci à toi. Très bonne fête à toutes et tous. Et puis, on se retrouve ici pour la prochaine conférence le 1er février avec Philippe Bloch. Merci, à tout de suite.